Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie, où nous allons enfin faire la deuxième partie de la mini-série « Comment réaliser son propre bilan de compétences ». Je vous dois des excuses parce que j'ai mis 2 mois avant de réussir à reprendre le micro. C'est-à-dire qu'au début de l'été, je crois que c'était le 17 juillet, j'ai réalisé ce premier volet. Vous avez été plusieurs milliers à l'écouter et vous avez été nombreux à m'écrire en disant « mais il vient quand le deuxième volet ?» Et pour être honnête, je n'ai aucune excuse, j'ai pas réussi à le faire. Voilà, je pense que parfois les podcasteurs, les youtubeurs, il y a des fois où on n'y arrive plus. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois que j'étais crevé, que j'avais plus trop le feu, notamment parce que le podcast avait pris une direction qui me plaisait moyennement. Il y avait une dimension un petit peu moins pratico-pratique. Je perdais un petit peu le fil rouge qui me tient à cœur de vous partager des outils inédits et innovants pour faire le point sur votre carrière et pour avancer. Et je trouve que peu à peu, le podcast allait dans une direction un peu plus mainstream, ce qui me convient pas, et je crois que je me suis perdu en chemin. Et j'ai un peu manqué à cette promesse-là d'aller défricher des outils et de vous les partager. Et je crois que ça, plus beaucoup de fatigue, plus les vacances d'été, ça a fait un peu une période de creux dans laquelle je n'ai plus réussi à prendre le micro. C'est ce qu'on va rattraper aujourd'hui. Et accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de matière dans cet épisode, donc dans ce deuxième volet, où nous allons parler cette fois-ci non plus d'introspection, parce que vous avez eu bien le temps de la faire, votre introspection, en 2 mois, mais plutôt d'investigation. Comment est-ce que, après s'être posé beaucoup de questions, on va chercher des réponses, enfin. Simplement, avant de nous mettre au travail, je voulais revenir sur ce petit désert-là pendant 2 mois. Et en prenant du recul, je me suis aperçu que c'était un phénomène assez intéressant à étudier, y compris peut-être pour toi qui m'écoutes, parce que quand je vois comment fonctionne le discernement, la recherche du job idéal, quand je regarde comment fonctionnent mes clients, comment on avance quand on se pose toutes ces questions-là, en fait, ça arrive assez souvent d'avoir des moments de creux où on ne réussit plus à avancer. Et donc, un premier apprentissage, c'est que c'est normal de bloquer et de ne plus réussir parfois. Ce qui m'est arrivé là, c'est normal et c'est pas la première fois que ça arrive. Et si vous êtes dans une phase de recherche de sens au boulot, si vous êtes dans une phase de reconversion, si vous êtes dans une phase de questionnement, et notamment quand vous serez dans une phase d'investigation très bientôt, ça va vous arriver aussi. Et donc, je crois qu'une étape importante, c'est de ne pas s'inquiéter et de se souvenir que l'enjeu n'est pas de réussir tout le temps, de se dire « ça y est, j'ai trouvé un truc qui me plaît et ça va cartonner ». Non, l'enjeu, c'est d'aller de succès et d'échec en succès et d'échec, et de continuer à avancer sur un temps long. Malgré les moments de pause, malgré les petits échecs, malgré les moments où on ne réussit plus, on n'a plus le jeu, on ne réussit plus à avancer. Donc c'est un bon exemple ici de dire, en fait, ce qu'il faut, c'est se remettre en selle. C'est pas forcément se dire, ok, c'est foutu, j'ai raté mon truc, et quand ça marche, ne soyons pas naïfs, quand ça marche, il y a un moment où ça marche plus. Comme un surfeur qui surfe sa vague, et puis il y a un moment, on arrive au bout de la vague, et là il faut ramer. Et soit on a l'énergie, soit on n'a pas l'énergie. Mais il y a un enjeu énorme à trouver cette énergie pour se remettre en selle. Et je vous dis ça parce que dans l'investigation qu'on va faire ensemble, ça va arriver très souvent, ces moments où vous ne réussirez plus à produire, vous ne réussirez plus à rencontrer, vous ne réussirez plus à avancer, quelle que soit la raison. Ne soyons pas naïfs, c'est normal, c'est un phénomène normal, et je crois que l'enjeu c'est de se remettre en selle. Deuxième petit point intéressant à étudier là-dessus, c'est que ce sont souvent les autres qui vont nous remettre en selle. C'est un peu comme la salle de sport. Quand nous-mêmes, on va commencer à décrocher, ça va être le collectif ou le coach sportif qui va nous faire revenir en disant « Ah oui, c'est vrai, j'ai un engagement ». Par nous-mêmes, on a tendance, une fois qu'on a décroché, à laisser tomber. Et ici, c'est ce qui s'est passé. Je ne réussissais plus à prendre le micro, pour des raisons que j'ignore, mais honnêtement, plusieurs facteurs, je pense. Et c'est la communauté naissante, pas si grosse, mais présente, qui a commencé à m'écrire en disant « Mais Alban, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'a pas encore eu le deuxième volet ? Sais-tu quand il va sortir ?» Et
je crois que c'est un point important d'essayer de se décentrer de soi-même et de se dire, ok, en fait, comment est-ce que dans mon projet professionnel, je peux intégrer d'autres personnes et faire quelque chose qui me dépasse un petit peu, que ce soit des auditeurs ou des amis ou des proches ou voilà, mais des gens qui vont être support de votre chemin et quand vous déviez, quand vous ne réussissez plus, qui vont venir vous chercher pour vous aider à remonter la barre des vagues, à sortir les rames avant d'aller surfer de nouveau. Et moi, je vous remercie parce que c'est grâce à vos messages que j'ai enfin trouvé l'énergie et le courage de reprendre le micro. Voilà, j'arrête ici cette intro qui est un peu longue, mais je voulais vous partager tout ça. Si on en revient à nos moutons, vous avez mené une introspection avec votre petite feuille et vous avez normalement maintenant des pistes. Ces pistes peuvent prendre la forme de métiers que vous aimeriez explorer, de secteurs que vous aimeriez explorer et de besoins ou d'envies sur lesquels vous avez un enjeu à vous développer. Si je reprends le fil, il y a des personnes parmi nous qui vont fonctionner par métier et par secteur et d'autres, parmi vous, j'en suis certain, vous êtes nombreux et surtout vous êtes nombreuses, c'est encore plus vrai pour les femmes, à être ouverts à de nombreux métiers, nombreux secteurs, tout va dépendre du projet. Est-ce que ce projet est sympa? Et donc, il y a 1000 métiers et 1000 secteurs qui pourraient vous intéresser. Et c'est ce qu'on va appeler les profils un peu multipotentiels ou généralistes. Et donc, vous avez peut-être, en plus de vos pistes métiers secteurs, vous avez peut-être des pistes qui consistent à dire « j'aimerais augmenter ma rémunération »,« j'aimerais monter dans mon niveau académique »,« j'aimerais de la mobilité, faire une expat ou déménager », « j'aimerais simplement monter en compétences, apprendre la vente, apprendre la finance, apprendre le management, apprendre la gestion de projet ». Tout simplement, j'aimerais déplacer un peu mon plafond de verre et aller vers plus d'opportunités pour grandir. Aller vers un secteur qui recrute à fond. J'aimerais une équipe à taille humaine où il fait bon travailler. J'aimerais être mon propre boss. J'aimerais avoir plus d'équilibre entre mon perso et mon pro, notamment parce que je suis papa solo ou maman solo et que j'ai besoin d'équilibre. Bref, il y a tout un tas de besoins qui peuvent compter autant qu'une piste métier ou secteur. Ici, dans cet épisode, je vais vous partager une investigation classique, c'est-à-dire une investigation qui se fait par métier ou par secteur. Et on fera un bonus après cette série pour toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas ni dans un métier ni dans un secteur, mais qui ont envie d'évoluer plutôt à l'opportunité ou en suivant leurs besoins du moment. Et promis, je ferai un épisode là-dessus, mais c'est tellement des modes d'investigation différents du mode traditionnel que je ne pourrais pas tout couvrir parce que déjà pour investiguer un métier ou un secteur, ça va déjà nous demander beaucoup de travail et on ne pourra pas tout faire dans un épisode. Déjà, vous verrez à la fin de celui-là, normalement, vous en aurez plein la tête. En revanche, on en parlera et je ferai un épisode dédié pour ces profils couteau suisse, généralistes, un peu touche à tout, multipotentiels, qui se disent mais comment faire, moi tout m'intéresse, promis, on va s'occuper de ça, on va parler de ça et il y a des clés méthodologiques pour investiguer quand on ne sait pas ce qu'on cherche en fait. Mais on va pas le faire aujourd'hui. On va donc rentrer dans cette fameuse investigation. Et qu'est-ce que c'est que l'investigation? Eh bien, c'est tout simplement d'être sur le terrain, d'être en action, d'être en mouvement et de rencontrer et rechercher jusqu'à savoir où on va. C'est assez simple en fait. La fin de l'investigation, c'est quand tu es en mesure de dire « je sais où je vais pour ma prochaine étape ». Et je reviendrai là-dessus pour la conclusion. Quand on pense investigation, il est probable qu'on pense recherche, c'est-à-dire je vais aller rechercher des informations, comme un journaliste, comme un détective. Et c'est normal, c'est le but de l'investigation. Mais ici, je vous invite à différencier la recherche de la rencontre. Ce sont deux choses bien différentes. On va travailler les deux. Mais la rencontre vaudra bien mieux, bien plus que la recherche. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la recherche, vous êtes dans un fonctionnement binaire. Pour prendre du concret sur tout ce qu'on va dire aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple d'investigation concrète sur le métier de naturopathe et un exemple d'investigation concret sur le secteur de la cybersécurité, même si c'est peu probable que ce soit votre projet professionnel. Et donc, je vous disais que la recherche vaut moins que la rencontre. Pourquoi? Bien parce que la recherche, c'est binaire. Si je m'intéresse de savoir si je peux être naturopathe, mes recherches sur Internet vont rapidement me montrer qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces d'emploi. Donc je vais me dire, en fait, il n'y a pas de débouché. Et elles vont rapidement me montrer que ça ne paye pas. Donc je vais me dire, c'est pas possible. Étude trop longue, faisabilité complexe, boulot pas rémunérateur, ok, terminé. Cette piste-là, elle est pas bonne. La recherche, c'est binaire. C'est je peux pas. Et en général, vous verrez que souvent, c'est je ne peux pas.
Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que vous écoutez ce podcast. La recherche, ça bloque. Quand on pousse une piste, quand on recherche une piste, je vais prendre l'univers cette fois-ci donc de la cybersécurité. Bien, si je m'aperçois qu'il faudrait une reprise d'études et que cette reprise d'études doit durer 3 ans et que je n'ai pas les moyens financiers et temporels et personnels de reprendre ces études-là, tant pis, c'est bloqué. Donc déjà, c'est binaire, c'est je peux pas. Et quand je peux pas, la piste est fermée. Ce n'est pas le cas de la rencontre. Et je vais y revenir. La recherche, autre problème et limite de la recherche, ce que j'appelle la recherche d'infos sur Internet et autres, c'est que vous n'avez pas accès aux éléments les plus intéressants. Les seules choses qui vous intéressent au fond, c'est quoi ? C'est de savoir si le boulot est cool, s'il paye bien, si vous avez des passerelles pour le faire, et à quoi ressemble le quotidien. Mais ça, aucun blog, aucun site ou aucune vidéo ne pourra vraiment vous partager explicitement la rémunération, les plus et les moins, les passerelles. Il va falloir aller compiler tellement d'infos, et souvent, ça va être des infos qui vont vous échapper. Donc par la recherche, vous aurez des clés, mais pas les plus intéressantes. Ensuite, la recherche aura une autre limite. Vous allez être limité par votre plafond de verre. C'est-à-dire que pour chercher quelque chose, on recherche ce qu'on peut concevoir. C'est difficile de chercher quelque chose qu'on ne conçoit pas. Donc on va pas voir les trains qui cachent des trains. Et si je m'intéresse au métier de naturopathe, je vais faire une recherche de là où j'en suis, de ce que je comprends de la naturopathie. Mais sauf qu'il existe bien plus que ce que je vais être capable de trouver. Et mon plafond de verre va être très bas. Et la recherche va être limitée à ce que je suis capable d'imaginer et de concevoir, c'est-à-dire pas grand-chose du tout. Autre limite de la recherche, c'est que je suis seul. Donc déjà, c'est déprimant. Ça a tendance à me faire rester un peu le cul sur le canapé. C'est pas très dynamique en général, la recherche. Et comme il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'opportunité. Donc c'est un cycle parfois un peu déprimant, binaire, qui nous fait penser que j'ai cherché, c'est pas possible, tant pis. Je rentre chez moi, c'est le statu quo, j'en reste là. Donc on aura besoin de recherche et nous allons explorer la phase recherche de l'investigation. Mais j'insiste énormément pour vous partager le retour d'expérience que la recherche va avoir tendance à vous plomber, alors que la rencontre va avoir tendance à vous galvaniser et à ouvrir un futur souhaitable. Et maintenant, je vais refaire pareil pour vous expliquer pourquoi la rencontre est bien plus puissante que la recherche. Premièrement, quand on rencontre des professionnels, ce n'est plus binaire. Si par exemple, je veux devenir naturopathe et que je ne peux pas le devenir parce que je n'ai pas fait les bonnes études et parce que ça ne paye pas, les naturopathes qui vont me répondre ne vont pas me dire « non, c'est mort, tu peux pas ». Ils vont me répondre ou elles vont me répondre « alors écoute, voilà comment tu pourrais t'y prendre. Et tu sais, je connais quelqu'un qui a réussi à bien se débrouiller en faisant comme ça. Et puis d'ailleurs, tu sais que tu pourrais peut-être avoir une passerelle ou qu'en tout cas, si tu fais de la naturopathie en entreprise, ça marchera peut-être mieux, etc., etc. » Les choses ne sont pas plus simples, elles ne sont pas plus réalistes, mais elles sont devenues possibles. Il y a de la mesure. Il y a, dans l'épaisseur du trait, un futur possible, ce qui n'est pas le cas quand on recherche et qu'on tombe sur du oui, non, vrai, faux, possible, pas possible. Un être humain que vous rencontrez ne vous dira jamais « pour toi, c'est impossible », point. Non, quelqu'un que vous allez rencontrer vous dira « alors peut-être que si tu fais tel genre d'études, peut-être que si tu rencontres tel genre de personne, peut-être que si tu te laisses du temps, peut-être que si tu viens faire une découverte avec moi, peut-être que… » Et là, les choses deviennent plus possibles. Deuxième élément positif de la rencontre, c'est que même quand vous êtes bloqué, vous n'êtes plus dans une impasse, contrairement à la recherche. Quand vous rencontrez des gens et que vous êtes bloqué, vous pouvez toujours poser la question « Ok, mais de ce que tu connais toi qui connais le métier, toi qui connais le secteur, je vois qu'ici c'est un peu une impasse, mais à quoi ça peut te faire penser ? Quelle autre direction je pourrais prendre ?» Il y a toujours une possibilité d'avancer. Donc quand vous êtes dans de la rencontre, vous n'êtes jamais bloqué. Vous êtes simplement arrêté. Et vous pouvez vous remettre en chemin à n'importe quel moment. Alors que quand vous cherchez des infos sur Internet, vous pouvez littéralement vous retrouver bloqué. Troisième côté positif d'une investigation basée sur la rencontre, plus que sur la recherche derrière un ordi, c'est que la rencontre, un peu comme en amour, et j'en ai souvent parlé au micro, va vous donner des crushs. Il va y avoir quelque chose de l'ordre du ressenti, du viscéral. Et vous allez peut-être, en rencontrant quelqu'un qui bosse dans la naturopathie ou la cybersécurité, pour suivre mon exemple, eh bien vous allez peut-être vous dire « c'est dingue, j'ai rencontré la personne que j'aurais bien aimé rencontrer il y a 5 ans. Cette personne-là, elle m'a mis le feu et je suis un peu comme elle. Et il y a un truc qui s'est passé. » Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Cette personne-là, elle m'a donné la clé pour ouvrir le coffre qui était en moi. J'avais tous les éléments, mais il me fallait une personne extérieure
pour viscéralement débloquer un truc qui était en moi, me donner confiance en moi, me montrer que c'est possible, me montrer que elle a 4 enfants et moi j'en ai que 1 et elle l'a fait, me montrer qu'elle a fait des études moins importantes que les miennes et que pourtant elle s'en sort, me montrer qu'elle est dans un boulot qui ne paye pas, mais en fait elle gagne bien sa vie. Voilà, la rencontre va vous donner de façon viscérale, de façon intuitive, des clés dont vous avez besoin pour avancer, pour avoir des crushs professionnels. C'est pour ça d'ailleurs que si quelqu'un dans votre investigation de rencontre vous propose de vous répondre à vos questions par mail, il faut refuser. Ici, on veut de l'humain, on veut du crush, tout simplement. Ou au contraire, on veut de la répulsion, de dire « Ah bah non, ok, j'ai parlé avec un tel, oh voilà, je m'étais fourvoyé, c'est pas du tout mon truc. » Mais on veut du vrai, de l'humain. Autre élément positif de la rencontre, c'est que vous allez pouvoir poser les questions qui vous pèsent vraiment sur le cœur. Vraiment, vous allez pouvoir demander à quelqu'un combien il gagne. Vous allez pouvoir demander quelles sont toutes les difficultés qu'il a rencontrées ou tout ce qui est plus compliqué à trouver sur Internet. Et en général, si vous amenez bien les choses, les gens seront contents de répondre à ces questions-là. C'est un peu comme la différence entre regarder la télé, où on va absorber ce qui existe, et choisir un bon film, où on a choisi ce qu'on allait regarder, et on va aller vers ce qui nous plaît. Ben là, c'est pareil. Si vous faites de la recherche, vous aurez accès à ceux qui existent. Si vous basez sur la rencontre, vous allez pouvoir amener vos propres questions. Et vous aurez des réponses qui vont beaucoup plus vous intéresser. Enfin, dernier argument pour vous partager pourquoi la rencontre est si importante par rapport à de la recherche théorique, c'est que c'est valorisant. Au début, ça va vous faire très peur, vous n'allez pas oser, vous allez peut-être vous dire « Oh, je suis timide » ou « J'ai pas le réseau, je ne sais pas faire ». Mais tout ça, on va y travailler et vous allez savoir le faire. Et donc, quand vous aurez réussi à avoir votre premier contact, je peux vous garantir que ce premier contact va vous galvaniser. Il va se passer quelque chose qui va vous donner confiance. Vous aurez agi, cette action va générer en vous de la confiance, et la confiance va se matérialiser par plus d'actions, qui va devenir plus de confiance, mais en plus, va vous amener des opportunités. Nous allons donc faire très peu de recherches et beaucoup de rencontres. Et là, peut-être que quand tu m'écoutes, tu te dis « Oui, mais attends, il est sympa, lui, mais peut-être qu'il n'est pas introverti, ou peut-être qu'il n'est pas timide, ou peut-être qu'il a un réseau énorme, ou peut-être qu'il a le temps de rencontrer des gens, et peut-être qu'il sait comment s'y prendre. Franchement, pas plus que vous. Mais après 10 ans de recherche sur le sujet, d'expérimentation, et puis après 300 accompagnements, j'ai vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien, et que vous allez pouvoir répliquer. Et c'est pas grave si t'as pas de réseau. Si t'as l'impression de pas avoir trop de connexion et d'être tout seul dans ton coin, c'est pas grave, tu vas pouvoir avancer. Et c'est pas grave si t'as l'impression d'être timide. Il y a des moyens non pas de dépasser cette timidité, mais en tenant compte de la timidité, d'aller vers d'autres personnes. Et c'est pas grave si t'as pas le temps. Il y a des moyens d'intégrer tout ça à ta vie actuelle, même si tu n'as que 1 heure par mois ou 1/4 d'heure par semaine. La technique, pour rendre tout ça possible, c'est de la méthode, et on va y revenir. Et c'est surtout de se dire, j'accepte de naviguer un peu à vue, je n'ai pas les réponses à mes questions aujourd'hui, et je ne sais pas si le contact avec qui je vais échanger va avoir les réponses à mes questions. Mais pour la beauté du geste, et pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, je vais rencontrer cette personne. Pas forcément en personne, ça peut être par téléphone. Mais je vais avoir un échange. Et donc ici, il va falloir accepter de naviguer à vue, accepter de poser un peu notre ego à plat, en disant oui, j'y vais humblement, demander conseil. Il va falloir aussi prioriser. Si vous voulez explorer 5 pistes à la fois, vous n'y arriverez pas. Et donc, ce que je te conseille, si tu écoutes cet épisode, c'est de te dire, ok, parmi toutes les pistes qui ont émergé dans mon introspection, quelle est la piste la plus motivante aujourd'hui, celle, pas forcément la plus réaliste, mais celle que j'ai le plus envie d'investiguer. Et si tu as du mal à faire ça, tu peux te dire tout simplement, si je ne le fais pas, laquelle me donnera le plus de frustration? Qu'est-ce que je me voudrais de ne pas avoir exploré? Si dans 20 ans, ma vie a continué et que je suis parti sur autre chose, sur quoi je pourrais avoir des regrets de ne pas avoir pris le temps de creuser cette piste-là? Eh bien, cette piste-là qui te titille, qui te donne envie, qu'elle soit réaliste ou pas, eh bien, c'est sur celle-ci que je t'invite à commencer. Quitte à la dégager très vite, si tu te rends compte que, maintenant que j'ai regardé, c'est pas mon truc, suivante. Mais tu auras du mal à investiguer efficacement 5 pistes à la fois.
Une ou deux, c'est déjà beaucoup. Mais bien sûr, tu fais comme tu veux. Une dernière chose qui fait que ça marche, il y avait la méthode, il y avait le fait d'avoir peu de pistes, il y avait le fait d'accepter de naviguer à vue, en ne sachant pas trop où on va, mais c'est normal. C'est pour savoir où on va qu'on fait tout ça. T'as pas besoin de savoir où tu vas pour investiguer. Tu investigues parce que tu cherches ta destination. Et donc, la dernière chose que je te propose de considérer, c'est de faire des tout petits pas. Si tu mets la barre trop haut, si tu te dis, OK, allez, cette semaine, je vais rencontrer 5 personnes, je vais aller regarder tous les blogs que je peux trouver sur la cybersécurité, je vais aller à 2 conférences et je vais faire des webinaires en ligne, il est probable que tu fasses rien de tout ça, parce qu'en fait, la vie va se charger de te remettre dans la machine à laver comme tous les jours, on est tous débordés, et comme tu avais imaginé de faire trop de choses, tu vas rien faire, et tu vas probablement culpabiliser, et puis la semaine suivante, tu feras rien. Et puis, comme je le disais en intro de cet épisode, il est probable qu'après, tu te dises « Oh bah zut, j'ai perdu le fil, j'ai décroché, tant pis, c'est raté. » Et comme tu n'as pas un coach ou un ami là à tes côtés pour être un peu le garant de ton avancement semaine après semaine, eh bien, ce qu'il te faut, c'est faire des tout petits pas, en tout cas, c'est ce que je te propose, faire des tout petits pas pour être sûr de le faire. Parce que quand on rame, c'est dur d'aller vite, quoi, tout simplement. Donc, dans cette phase-là d'investigation, il y aura des moments où tu vas avoir la pêche, tu vas être on fire, tu iras très vite. Et quand c'est comme ça, fonce, fais des grands pas. Mais si tu m'écoutes et que tu es dans une phase un peu avec de la fatigue, avec une perte de confiance, avec du doute, avec un poids sur les épaules, ne faisons pas des grands pas, on n'en est pas capable. C'est pas possible, c'est pas le bon moment pour ça. Dans ce cas-là, faisons des tout petits pas, posons une tâche par semaine et ce sera déjà énorme. Une rencontre sur une semaine ou une petite tâche de recherche théorique, c'est déjà énorme. Maintenant que j'ai dit tout ça, ça fait beaucoup de blabla pour pas grand-chose parce qu'on n'a pas encore amené cette fameuse méthode de comment est-ce qu'on va investiguer. Et déjà, si tu me suis, tu as compris qu'on allait investiguer par de la recherche théorique sur Internet et qu'on allait investiguer par de la rencontre, souvent par téléphone d'ailleurs, parce qu'il est probable que tu n'aies pas accès physiquement aux gens qui t'intéressent. On habite tous aux 4 coins du monde et les gens dont on a besoin ne sont pas toujours en bas de chez nous, surtout si tu habites dans un coin paumé. Donc il est temps de poser un peu les outils maintenant. La première chose que je te propose, c'est d'avoir un outil de suivi. Tout comme dans l'introspection, tu avais un document qui recensait tes compétences, ton quoi, tes appétences, ton où, tes besoins, ton comment, et puis tes pistes. Eh bien ici, je te propose d'avoir un nouveau document, idéalement un fichier sur Notion ou un fichier Excel, quelque chose d'assez processé où tu vas pouvoir remplir des cases. Mais ça peut être aussi un outil de visualisation mentale, enfin bref, ça peut être aussi sur papier et crayon, c'est comme tu veux, mais je te propose d'avoir un document de suivi dans lequel tu vas pouvoir mettre à chaque fois une date, un contact ou un item. Le contact, ça peut être un site web, mais un contact, on va dire. Et puis à côté, les apprentissages que tu as gardés et les conclusions. Donc, par exemple, sur un fichier Excel, il y a 4 cases, la date, le contact, et puis ensuite, il n'y a pas tout le détail de ce que tu as appris, mais il y a les apprentissages clés en quelques bullet points et les conclusions pour ta carrière. Conclusion, par exemple, c'est une impasse, ou ça m'ouvre vers une nouvelle piste, ou ça me donne envie de rencontrer telle autre personne, ou ça m'intéresse, mais il faudrait que je trouve un moyen de rendre ça plus lucratif, ou ça m'intéresse, mais il y a l'enjeu des études. Bref, toutes les conclusions que tu peux porter sur un contact. Le contact peut être humain ou virtuel avec une recherche Internet. Donc une fois que tu as ce petit document de suivi, commençons donc par le moins important, qui est la recherche théorique, la recherche sur Internet. Ici, on va parler de nouveau de ChatGPT, parce que au début, moi j'ai passé beaucoup de temps à recenser beaucoup de sites qui sont des sites d'exploration de métiers. Je pense à l'ONICEP, je pense à France Travail, Pôle emploi, je pense à Merci Bobby. Enfin, il y a plein de sites aujourd'hui, il y a plein même des entreprises et des associations qui font un travail de défrichage de quels sont les métiers, quels sont les référentiels métiers, combien on y gagne, comment on accède à ces métiers, à quoi ça ressemble et tout ça. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire ça plutôt avec de l'IA, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et que ça nous évite d'aller chercher sur plein de sites différents. Donc, mon petit conseil, ce serait d'avoir un seul site, c'est ChatGPT, de nouveau, et de commencer par lui poser la question. Donc, je vais prendre l'exemple de la naturopathie.
Eh bien, c'est d'aller sur ChatGPT et de dire, j'envisage potentiellement de me former à la naturopathie. Apprends-moi absolument tout ce que je dois savoir pour faire une reconversion vers la naturopathie. Apprends-moi absolument tout ce que je dois savoir sur ce métier. Et puis tu lances le prompt et déjà tu auras plein d'infos. Et ensuite tu peux jouer avec en disant quelles sont les formations, quels sont les conseils, qu'est-ce qui est positif ou négatif dans une vie de naturopathe, etc. Ici le but c'est de faire un premier round d'exploration qui va pas être passionnant, mais qui va déjà te permettre d'identifier les écoles, les cursus, les rémunérations, les débouchés financiers, etc. Et pareil pour un autre exemple qui serait donc le secteur de la cybersécurité. Pour moi c'est un peu du chinois, je sais que ça recrute énormément, mais honnêtement je suis pas trop un expert, voire même j'y connais rien. Eh bien c'est de dire ok, je suis néophyte mais j'envisage de m'orienter vers la cyber, apprends-moi tout ce que je dois savoir sur la cyber. Et une fois que c'est lancé, tu continues la discussion avec le bot pour aller là où ça t'intéresse. Du style, moi j'ai uniquement des compétences en gestion d'entreprise, comment est-ce que je pourrais faire un pas de côté vers la cyber, n'étant pas de technique, n'étant pas moi-même technicien, ni développeur, ni geek, comment est-ce que, avec des compétences de coaching et de gestion d'entreprise, je peux envisager d'aller vers la cybersécurité. Et là, pareil, l'IA va te trouver tout plein de choses. Et pour en revenir à quelque chose d'un peu plus pratico-pratique, autour des métiers, tu peux aussi dire, partage-moi la liste de tous les métiers liés à la cyber, et détaille-moi les cursus pour y arriver, en partant de chaque métier, ouvre sur 10 autres idées, etc. Donc, ton premier outil ici, pour la recherche théorique, je t'invite à devenir très copain avec ChatGPT. Et c'est d'ailleurs moi, pour être honnête, c'est ce que je fais discrètement pendant mes séances avec mes coachés, c'est qu'on discute, mais en parallèle, dès qu'il y a un petit creux, je fais tourner des prompts à tout va et je leur partage les résultats. Et parce qu'au final, c'est un outil très puissant pour aller chercher de l'info. Je crois que c'est devenu bien plus efficace que Google et tous les blogs qu'on peut trouver. Mais c'est un avis personnel. Ensuite, où chercher de l'info ? Eh bien, il y a quand même les articles de revues, de journaux, les livres, les blogs, les chaînes YouTube, les podcasts, les influenceurs, Insta, Facebook, Twitter. Tout ça, tu peux chercher déjà de l'info en suivant ces gens-là ou en allant voir un peu ce qui se passe là-dedans. Ensuite, tu peux aussi identifier les événements. Est-ce qu'il y a un salon de la cybersécurité près de chez toi ? Est-ce qu'il y a des tables rondes autour de la naturopathie dans ta ville ou ton village ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont particulièrement connues, donc des entreprises à suivre, ou des associations, ou des ONG qui gravitent dans ces cercles-là ? Tout ça, ce sont des points de départ possibles pour aller enrichir un petit peu ta connaissance du milieu, du secteur, du métier. Mais une fois de plus, ce que je t'invite à faire à ce stade, c'est vraiment de choper toute l'info possible pour essayer déjà de te faire un premier avis, mais attention, ne pas en tirer de conclusions trop hâtives. Pour tirer des conclusions, je t'invite vraiment à t'interdire de conclure quoi que ce soit tant que tu n'auras pas échangé avec un être humain au moins qui fait le métier que tu convoites ou qui travaille dans le secteur que tu convoites. Parce que tout ce que tu vas trouver d'un point de vue théorique sera extrêmement biaisé et limité, même si c'est ChatGPT qui l'a dit et que c'est très puissant, il y aura une limite énorme qu'on a évoquée déjà précédemment. Et donc, je te propose vraiment de voir ça comme un point de départ. L'investigation théorique, tu t'en sers pour affiner un peu ta recherche et pour savoir quel genre de contact maintenant tu veux trouver. Évidemment, tu auras déjà des infos sur les métiers et les secteurs et tout, mais utilise ça comme un marchepied pour poser un premier petit pas. Et maintenant, le vrai pas, le pas décisif, c'est la rencontre. Donc, on a fait tout ça pour savoir qui on cherche à rencontrer. Ça peut te donner des intitulés de poste, ça peut te donner un peu plus d'infos sur qui chercher et où chercher. Et surtout, et il est probable que tu aies envie de passer des jours, des semaines et des mois dans ta recherche théorique, je t'invite à passer maximum une demi-journée là-dessus et à passer tout le reste de ton temps sur la rencontre. On attaque donc maintenant le volet le plus important de cet épisode, qui est comment on fait des rencontres décisives professionnelles. Moi, j'appelle ça des entretiens informels. Donc, dans les bilans de compétences, on appelle souvent ça des enquêtes métiers. Dans une stratégie de recherche de boulot, on appelle ça souvent des entretiens réseau. Moi, je vous invite à appeler ça des échanges informels. Le but n'est pas de réseauter. Le but, c'est d'échanger de façon informelle avec quelqu'un qui fait un truc cool, tout simplement. Quelque chose qui vous intéresse.
Donc pour ces échanges informels, on va avoir 2 grands chapitres. Le premier, c'est comment on fait pour obtenir ces fameux échanges et comment on conduit ces échanges. Comment est-ce qu'une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui est prêt à parler avec nous, on mène l'entretien. Chapitre 1. Chapitre 2, ce sera comment je fais pour trouver des cibles. Maintenant que je sais comment les contacter et que leur raconter quand on sera ensemble, comment je trouve ces fameux contacts cibles. Ce sera notre deuxième chapitre. Ça sert à rien d'aller chercher des contacts si on ne sait pas ni comment les contacter, ni que leur demander. C'est bien pour ça qu'on va dans cet ordre-là. Donc, notre premier chapitre ici, comment est-ce qu'on prend contact et comment est-ce qu'on mène un entretien. Alors, pour prendre contact, l'idée ici, c'est de demander un échange informel, un échange qui va durer 15 à 20 minutes. Tu seras peut-être surpris de voir qu'on ne parle pas de 1 heure ou 1 heure et demie, mais en fait, si tu demandes aux gens 1 heure, ils vont pas te donner ce temps-là. Moi, si je te demande, est-ce que tu as 1 heure pour répondre à mes questions, tu vas me dire, attends, mais je suis déjà débordé dans ma vie, il a l'air sympa, mais j'ai pas 1 heure pour lui, j'ai pas 1 heure pour elle. Donc si tu demandes 15 ou 20 minutes, déjà, c'est plus facile. En réalité, ce qui va se passer, c'est que tu vas demander 15-20 minutes, mais comme le courant va bien passer et que la personne va se sentir bien avec toi, elle va te donner 1 heure. Mais il faut demander moins, sinon tu n'obtiendras pas d'entretien. Ensuite, ici, l'idée, ça va être de savoir quelles sont les questions que tu te poses. Là, tu peux te reposer sur toute ta recherche théorique. Tout ce que tu as fait au préalable, ça peut te servir à te dire, ok, quel est le top 10 des questions que je me pose sur la naturopathie? Quel est le top 10 des questions que je me pose sur la cybersécurité? Et dans ce top 10, quel est le top 3? Et c'est super important, parce que comme la personne que tu vas rencontrer n'aura pas beaucoup de temps, et comme elle aura besoin que tu guides l'échange, c'est toi qui vas guider l'échange, ce sera ton job de faire ça, bien il faut que tu sois au clair sur les questions que tu as envie de lui poser. Ici, donc, je t'invite à avoir un peu les idées claires sur ces fameuses questions. Je te partage quelques exemples en vrac pour t'aider à identifier des questions, mais n'oublie pas ton ami ChatGPT qui le fera bien mieux que moi. À quoi ressemble le quotidien de votre job? Comment a évolué votre carrière pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur les formations nécessaires ou les diplômes ou les compétences nécessaires ou l'expérience pour arriver dans ce job? Quelles sont les conditions de rémunération, avec une fourchette, pour ne pas mettre l'autre trop mal à l'aise? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien dans ce job? Quelles sont les possibilités d'évolution? Y a-t-il des contraintes particulières? Y a-t-il des outils à maîtriser dans l'exercice de ces fonctions? Etc., etc., etc. Mais le but ici, c'est surtout de partir de ta piste et de te dire, ok, attends, moi je suis intéressé par la naturopathie, par évidemment autre chose, mais c'est quoi la question que je me pose vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir? Il faut demander aux gens ce que tu as envie d'obtenir et non pas se contorsionner. Si tu veux savoir combien tu vas gagner, enfin combien il gagne, demande-lui combien il gagne. Sinon, tu vas vraiment te perdre en chemin et tu vas finir l'entretien en te disant, bah zut, c'était vachement intéressant, mais j'ai pas osé poser la question que je voulais. Donc, en fait, ici, prends vraiment le temps de te dire, qu'est-ce que je veux apprendre? Nous avons donc défini 2 choses. D'abord, qu'on allait faire des contacts plutôt par téléphone ou en visio, et pourquoi pas en présentiel si possible, autour de 15-20 minutes, théoriquement, en espérant 1 heure. On vient aussi d'évoquer le fait qu'il faut que tu sois au clair sur les questions que tu te poses. Il en faut pas 30, il en faut 3, 4, 5 ou 10, pas plus. Et des vraies questions que tu te poses vraiment, et non pas ce que tu espères pouvoir obtenir. Va directement sur ce que tu veux obtenir. Sinon, il y aura de la frustration. Et enfin, il te manque un ingrédient essentiel pour pouvoir prendre contact avec les gens, en tout cas avec des inconnus. C'est un message tout cuit qui te permette d'envoyer de nombreux mails ou de nombreux messages plutôt que de passer 1 semaine à te prendre la tête sur quelle tournure de message, comment écrire les choses, est-ce qu'il faut en dire beaucoup ou pas beaucoup, est-ce qu'il faut raconter ta vie ou s'intéresser à l'autre, est-ce qu'il faut dire toute la vérité ou seulement quelques éléments. Bref, en général, on met toute notre énergie sur l'écriture de ce fameux message au lieu de mettre toute notre énergie sur l'envoi du message. Donc, je vais te partager ici un exemple de message type et je le mettrai en ligne dans le descriptif de ce podcast. Tu auras accès à ce message. Et ici, donc, c'est un exemple de message qui fonctionne bien et qui ouvre des portes. Et j'insiste vraiment sur le fait que l'enjeu n'est pas d'écrire ton truc parfaitement. L'enjeu, c'est de l'envoyer. Donc, passe 1 demi-heure à l'écrire ou 10 minutes
et passe des heures et des heures à l'envoyer à toutes les personnes qui t'attirent. Et c'est bien pour ça que je t'ai fait un message tout cuit pour que tu n'aies pas besoin de te perdre dans l'écriture de ce truc-là. Alors je te le partage à l'oral, mais tu y auras accès à l'écrit avec un lien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on parle de l'autre, on parle très peu de toi. La chose la moins importante, c'est toi. C'est pas très sympa de le dire, mais c'est vrai. Quand tu contactes quelqu'un, ce qu'il faut, c'est parler de lui ou parler d'elle. Et ce qu'il faut, c'est montrer en quoi cette personne nous intéresse et qu'est-ce qu'on veut qu'elle nous partage d'elle ou de lui. Et donc, c'est un peu comme quand on cherche du boulot et qu'on fait une candidature spontanée. Ça sert à rien de parler de nous. Pour mieux dire, voilà, vous êtes une super boîte, vous m'attirez pour telle et telle raison, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Bah là, c'est pareil. C'est de dire, vous m'attirez pour telle et telle raison, vous pourriez être d'une grande aide dans mes questionnements, est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc déjà, tu vois qu'à aucun moment, c'est utile de parler de toi, en fait. Parler de toi, on le fera plus tard. Parler de toi, on l'a déjà beaucoup fait dans l'introspection. Mais là, clairement, l'autre, il s'en fout un peu. C'est-à-dire que quand vous échangerez, il sera content de faire ta connaissance. Mais tu viens demander à quelqu'un des conseils, eh bien du coup, valorisons cette personne. C'est très important. Le message type, ce serait donc « Bonjour, blablabla ». Et d'abord, une mise en valeur. Par exemple, j'ai eu votre contact par un tel qui m'a dit que vous seriez de bons conseils. Ou j'ai suivi vos conférences. Ou je vous suis sur LinkedIn et j'aime bien ce que vous faites. Ou j'ai découvert votre parcours via tel biais, en cherchant des personnes inspirantes dans le monde de blablabla. Première étape, c'était donc icebreaking. Une phrase pour dire « Voilà comment je t'ai trouvé. Voilà pourquoi je trouve que tu es intéressant. » Ensuite, deuxième étape, préciser encore ça. Deuxième phrase, c'est « Votre parcours m'intéresse parce que blablabla. Parce que vous semblez avoir une vision globale de la cybersécurité. Ou parce que vous mêlez des enjeux business et cybersécurité. » Voilà. En tout cas, expliquez à l'autre pourquoi son parcours nous intéresse. Et ces deux petites questions, donc comment est-ce que je vous ai découvert et pourquoi vous m'intéressez, elles sont hyper importantes parce que l'autre étant un inconnu et toi étant un inconnu pour l'autre, il a besoin de comprendre d'où tu sors et pourquoi tu lui mets le grappin dessus. Et donc en faisant ça, c'est très clair, c'est écrit, et il va comprendre, ok, en fait cette personne m'a trouvé dans tel endroit et je l'intéresse pour telle raison. Ok, c'est clair, je peux continuer. Troisième phrase de ce message, c'est là enfin on va parler de toi. C'est ta situation. Mais très court, quelques mots. De mon côté, je suis coach professionnel et j'envisage d'ajouter une dimension cyber à mon approche. Ok. De mon côté, je suis commercial dans le bâtiment et je suis passionné de naturopathie et je me pose la question de me former dans cette discipline. Ok. L'enjeu, c'est de partager juste ta situation. Une phrase. On ne raconte pas ta vie. À ce stade, vraiment, encore désolé de dire ça, mais à ce stade, on s'en fout. On est là pour parler de l'autre. On revient sur pourquoi lui. Phrase suivante. J'ai vu que vous aviez telle expérience ou telle connaissance, ou votre parcours m'a particulièrement inspiré parce que blablabla. Et donc, c'est en lien avec ma situation. Et enfin, avant-dernière étape, c'est la demande. Et là, c'est du copier-coller. Si vous en trouvez le temps, je serais très heureux d'échanger 15 minutes avec vous par téléphone ou autour d'un café. J'aimerais, si possible, découvrir votre parcours, votre quotidien et votre vision de la cybersécurité, votre vision de la naturopathie. Une fois de plus, on parle de lui ou on parle d'elle, on ne parle pas de toi. On arrive déjà à la conclusion. Hyper important, je ne cherche pas un job, mais je cherche des conseils. Je ne cherche pas un job, mais je cherche à préparer une évolution possible. Écris que tu ne cherches pas un job. Sinon, il y aura toujours ce petit biais-là, où l'autre va peut-être se dire « Oh là, encore quelqu'un qui me démarche pour me vendre un truc ou pour chercher du boulot. » Ce n'est pas ton cas. Là, c'est de l'investigation. C'est pas de la stratégie de recherche d'emploi. C'est deux choses bien différentes. Dans une phase d'investigation, tu ne cherches pas de boulot. Tu es juste en train de chercher de l'info. Écris-le, ça rassurera l'autre. Donc, je ne cherche pas un boulot, je ne cherche pas un travail, mais simplement à obtenir des conseils avisés pour mon évolution ou voilà, que sais-je. Si vous en êtes d'accord, je m'adapterai à vos disponibilités. Merci, à bientôt. Point. Ce message, il fait 5 lignes. Il est simple, il est court. Il ne parle pas beaucoup de toi, il parle beaucoup de l'autre. Et l'autre va comprendre pourquoi est-ce qu'il t'a tapé dans l'œil. Et ça va aussi un peu flatter son ego. Et il sera content de te partager sa vie et son histoire et ses conseils. Si tu doutes de ça, et si tu te dis « Ah non, mais moi, je pourrais jamais faire ça, c'est trop dur », ou si tu dis « Non, mais je vais le déranger »,
inverse les choses. Imagine que tu reçoives un message de Alban qui te dit « Bonjour, je sais pas ton prénom, j'ai vu que vous étiez commercial dans l'univers des vins et spiritueux et vous m'intéressez parce que votre parcours s'est fait dans plusieurs grandes maisons. Et justement, de mon côté, je m'intéresse à ce secteur et notamment aux fleurons de ce secteur d'activité. Si vous en avez le temps, je serais heureux d'échanger avec vous parce que je cherche des conseils sur ça, ça, ça. Et j'ai vu que votre expérience m'inspire vraiment. Auriez-vous 15 minutes pour en parler autour d'un café? Je ne cherche pas un boulot mais des conseils. » Imagine donc que toi, tu es cette personne-là qui reçoit ce message. Franchement, c'est très valorisant. Tu sais que la personne va juste te demander des conseils. Tu sais qu'elle va prendre un quart d'heure, pas plus. Franchement, t'es content ou t'es contente de recevoir ce genre de message. Donc, n'aie pas peur. Enfin, si tu penses que ce message est trop intrusif, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et de toute façon, au pire, l'autre, il ne répondra pas. Ou alors, il répondra « Merci pour votre message et pour votre intérêt, mais je n'ai pas trop le temps, rappelez-moi dans 6 mois. » C'est tout. C'est tout ce que tu risques. En revanche, avec ce message, tu as créé les conditions pour avoir un certain taux de réponse, surtout si tu as ciblé les bonnes personnes, et donc, tu vas pouvoir ensuite arriver sur un entretien, un échange informel. Cette personne-là, elle va peut-être te dire « Ok, appelez-moi jeudi à 15h. » Bon, bah là, c'est pas le moment de commencer à dire « Ah non, ça m'arrange pas, j'ai piscine. » Là, sauf si c'est pas très important pour toi d'avancer, mais si vraiment cette investigation, elle est importante, bah, adapte-toi au créneau des autres, parce que peut-être que sa prochaine dispo, elle est que dans 1 an. Donc si tu loupes ce créneau, et ça arrive tout le temps, on loupe le créneau, et après l'autre, il part en vacances, puis il part en formation, puis je sais pas quoi, et puis en fait, pour finir, on a loupé le truc. Donc, je t'invite à vraiment saisir la balle au vol. Si on te propose un créneau, essaie de le prendre. Et donc, il est temps maintenant d'arriver au déroulé de l'entretien. J'avais prévenu que ce serait un épisode un peu longué, hein. Mais bon, il faut bien rattraper 2 mois d'inactivité. Donc peut-être que tu l'écouteras en plusieurs tronçons, en plusieurs parties. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce fameux échange informel? C'est très simple, hein. Là, la trame, elle est hyper simple. La première chose, c'est de remercier l'autre pour sa disponibilité, que ce soit en visio, autour d'un café ou par téléphone, et de lui demander combien de temps il a devant lui. Il va peut-être vous dire « j'ai 15 minutes », dans ce cas-là, il faut respecter ça. Et il va peut-être vous dire « j'ai 1 heure ». Dans ce cas-là, vous avez déjà gagné 1 heure au lieu de 15 minutes. Voilà. Mais commencez toujours par demander le temps que les gens vont avoir et les remercier d'être là avec vous. Ensuite, moi je vous invite à écouter beaucoup plus qu'à parler. En fait, si vous voulez avoir l'air sympa et intelligent, ne dites rien. Ça arrive souvent que mes clients écoutent, ils apprennent plein de trucs, et à la fin, la personne en face d'eux, elle leur dit « Waouh, c'était vachement intéressant de parler avec toi, j'ai adoré notre échange, merci de m'avoir contacté, gardons contact, si j'entends parler d'un boulot, je vous en parle, vous êtes quelqu'un de très intéressant. » Et là, mon client, ma cliente, il me dit « Tu sais quoi, j'ai pas ouvert la bouche. » On n'a jamais l'air aussi intéressant et aussi intelligent que quand on écoute. Donc si tu veux marquer les esprits, ne parle pas, écoute. Et ça tombe bien parce que tu es là pour écouter, pour apprendre. Donc ne te sens pas obligé de raconter ta vie, ne te sens pas obligé de poser des milliards de questions. Ce que je te propose, moi, c'est d'abord de poser la question à l'autre, quel est son parcours? Et comment il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui? Ça, en général, ça brise la glace et ça détend l'atmosphère. Et ça va te lancer, ça va te chauffer un peu, et après, ça va aller tout seul. Et après cette question-là, tu poses tes fameuses questions que tu as sur le cœur depuis le début et ce que tu avais besoin, ce sur quoi tu as besoin d'éclairage. Et puis enfin, c'est déjà le temps de finir l'entretien. Là, c'est de demander éventuellement comment tu peux remercier l'autre. Ça peut paraître bête, mais si je ne l'avais pas dit, c'est probable que tu ne le fasses jamais. N'oublie pas que l'autre a pris du temps pour toi et que tu n'es pas n'importe qui, même si tu as l'impression de pas forcément être au top, de pas être au niveau, d'être un imposteur, si tu te sens tout petit, etc. En réalité, si l'autre personne t'a reçu, c'est parce que tu vaux quelque chose et parce qu'il estime que l'échange a de la valeur. Donc si tu lui demandes comment tu peux le remercier, ça te remet à ta juste place, une place d'égal à égal. Et enfin, si l'autre personne te le propose, et même si elle te le propose pas, c'est pourquoi pas d'en profiter pour dire « Est-ce que si je recherche à un moment d'autres contacts, je pourrais vous recontacter dans le futur ? Ou est-ce que je pourrais vous tenir au courant ? Est-ce que vous voulez que je vous tienne au courant de mes avancées dans mes recherches ?» En général, l'autre va dire oui. Si tu demandes des contacts comme ça, direct, dès le premier rendez-vous,
c'est probable quand même que l'autre sèche un peu et qu'il ait du mal à te répondre. Par contre, si tu dis est-ce qu'on peut garder contact, en général c'est oui. Et du coup, là, après, tu pourras toujours revenir vers cette personne pour lui demander de nouveaux contacts ou pour lui demander conseil si vraiment tu décides de chercher du boulot un jour. Voilà donc une trame de comment est-ce qu'on contacte quelqu'un et comment est-ce qu'on mène un entretien informel. Et une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as fait ton premier entretien, déjà champagne, bravo, parce que c'est pas facile. C'est énorme comme pas. Et en général, j'espère que tu pourras le faire et que tu auras une petite pensée pour moi si tu le fais. En général, ça change un peu ton approche et ça booste à fond et ça crée une bonne dynamique. Et donc là, ce que je t'invite à faire, c'est déjà profiter de ça, savourer ce pas réalisé, être fier de ce que tu as fait et puis écrire tout ce que tu auras appris dans un document, dans le document qu'on a évoqué tout à l'heure, dans ta trame de réponse. Donc pour reprendre le truc, c'était la date, le contact, les apprentissages clés en quelques bullet points et les conclusions en quelques bullet points. On clôture donc le premier chapitre de l'investigation basée sur la rencontre. Le premier chapitre, c'était comment je prends contact et comment je mène un entretien. Si tu es toujours avec moi, on va attaquer maintenant le deuxième chapitre qui est comment je fais pour cibler et pour trouver ces fameux contacts. Parce que t'as peut-être pas l'impression d'avoir assez de réseau. Et si tu veux aller vers la naturopathie ou la cybersécurité, pour reprendre ces exemples, peut-être que dans ton entourage, personne ne fait ça. Et c'est même d'ailleurs probable, sinon tu serais pas en train d'écouter, tu serais déjà en train de parler avec eux. Et donc, comment on fait pour trouver ces gens-là ? Ils se cachent où ? Et quelles sont les ressources qu'on peut trouver ? Et là, bonne nouvelle, il y en a plein. Et des ressources qui marchent super bien. C'est pour ça que j'ai insisté avant sur la préparation de ces échanges, comment tu vas écrire un message, comment tu vas passer un coup de fil d'ailleurs, c'est la même chose qu'un mail, hein. Tu peux suivre la même trame de message. Qu'est-ce que tu vas faire pendant l'entretien ? J'ai insisté sur le comment, parce que le qui, tu vas voir que c'est pas si compliqué, alors que ça a l'air terrible. Donc, pour trouver qui, pour trouver tes cibles, en fait, j'ai envie de dire, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau facile, et évidemment, je t'invite à commencer par ça. Il y aura le niveau moyen, où ça, c'est une fois que tu es un peu affûté, une fois que tu es un peu déjà le moteur est bien allumé. Et puis il y a le niveau difficile. Et là, c'est à faire seulement si tu n'as pas trouvé encore tes réponses et que tu as vraiment besoin d'aller plus loin. Parce que ça va te demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de tchatch ou beaucoup plus de oser, quoi. Et voilà. Alors que le niveau facile, tu verras que ça va pas te demander beaucoup d'efforts. Donc commençons par le niveau facile. En fait, autant démarrer par ce qu'il y a de plus évident. C'est ton réseau direct. Donc là, tu peux prendre une feuille de nouveau et tu peux te poser la question. Donc, je reprends mon exemple naturopathie et cybersécurité. Tu te poses cette question-là. Ok, je repense à tous mes amis. Et d'ailleurs, tu peux scroller ton Facebook si tu en as encore un. Je sais que c'est un peu désuet, mais tu peux scroller Facebook en te disant, ou Insta, ou tous tes amis, en te disant, ok, parmi tous les cercles que je connais, tous mes amis, y a-t-il quelqu'un qui travaille dans la naturopathie ? Y a-t-il quelqu'un qui travaille d'une manière ou d'une autre près de la cybersécurité ? En faisant ça, en faisant de façon méthodique, tu seras peut-être surpris de voir qu'en fait, tu connais du monde. C'est souvent ce qui se passe. Donc, il y a les amis. Après, tu fais pareil avec ta famille, élargie, avec tes voisins, avec tes anciens boss et anciens collègues, et collègues actuels d'ailleurs, avec les gens que tu rencontres dans ta vie associative, dans ta vie sportive, dans ta vie spirituelle ou religieuse, si ça te parle, et pourquoi pas même à la crèche ou à l'école, les parents d'élèves, et pourquoi pas même les prestataires que tu emploies dans ta vie, un psychologue, un coach, un kiné, un coach sportif. Ici, le but, c'est d'ouvrir au sens large et de se dire, est-ce que je connais quelqu'un qui travaille dans quelque chose qui m'attire ? Tu vas forcément trouver une personne ou deux. Et tu verras que ton réseau est plus grand que ce que tu pensais. Et ensuite, deuxième étape, c'est ton réseau indirect. Est-ce que tous ces gens-là que tu as listés sur des papiers, est-ce qu'ils sont susceptibles de connaître eux, même si eux ne travaillent pas dans la naturopathie ou dans la cyber, est-ce que eux sont susceptibles de connaître quelqu'un qui bosse dans ces sphères-là ? Amis, famille, entourage, etc. En théorie, tu devrais
normalement déjà avoir 2 ou 3 personnes par qui commencer. Et ce qui est cool, c'est que eux, t'as même pas besoin de leur envoyer le message à rallonge là, sur lequel on a passé 10 minutes. Eux, il suffit de leur envoyer un petit texto ou un petit coup de fil en disant « Est-ce que tu aurais un petit moment pour qu'on discute ?» Ensuite, dans le niveau facile, il y a un dernier élément qui est génial. C'est le réseau des alumni. J'avais fait un épisode là-dessus. Tu peux reprendre le réseau de tous les anciens élèves, de ta fac, de ton école, de ton BTS, de ton master, de peu importe quoi. Le réseau des anciens, il est formidable parce que un ancien élève répondra toujours à un autre ancien élève. Je ne sais pas trop par quel mystère, mais quand tu dis à quelqu'un « Salut, on a fait la même fac, on a fait les mêmes études », eh bien, je sais pas, il y a toujours un petit côté où on se serre les coudes et où la porte s'ouvre naturellement. Et donc, pour trouver le réseau des anciens élèves, soit il y a déjà un réseau existant, souvent c'est le cas dans les études supérieures de commerce, d'ingénieurs et autres, et parfois, par exemple, si tu étais à la fac, il n'y a pas de réseau d'anciens. Et là, dans ce cas-là, je te propose d'aller sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, déjà, j'espère que tu as pu avoir déjà un compte. Et si tu n'en as pas, tu peux t'en créer un. Pas besoin de faire trop compliqué. Et tu vas aller rechercher des gens en filtrant par école. Et tu prends tous les gens qui ont fait ton école. Et tu scrolles. Et tu vois ce qu'ils sont devenus. Et là, il est probable que dans les gens qui ont fait les mêmes études que toi, il y en ait quelques-uns qui fassent les jobs ou qui travaillent dans les secteurs qui t'intéressent. On vient donc d'attaquer avec la version facile. Le facile, ce qui est génial, c'est que déjà, c'est accessible et en plus, c'est 100% de réussite. Quand tu contactes quelqu'un qui est un ami, ou un ami d'amis, ou un ancien élève, grosso modo, si tu t'y prends bien, c'est 100% de réponse. Ensuite, on va avoir les cibles de niveau moyen. Donc là, c'est des gens qui sont accessibles parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour te partager leurs connaissances d'un milieu, d'un secteur ou d'un métier, mais ce ne sont pas des proches. Donc tu vas arriver en tant qu'outsider, et même s'ils sont disposés à te répondre, eh bien, comme ils ne te connaissent pas, ils vont peut-être mettre un peu moins d'énergie, ils vont peut-être être un peu moins dispo, ou ils vont peut-être un peu oublier de répondre à tes messages. Ici, tu vas avoir plus ou moins 50% de réponses. Et là, il y a quelques ressources qui marchent très bien. Le plus efficace, c'est de passer par les écoles et les formations. Par exemple, si la naturopathie t'intéresse, tu fais une recherche sur Internet ou sur ChatGPT de quelles sont les meilleures écoles de naturopathie en France. Et donc là, le truc super, c'est que quand toi, tu te poses la question d'aller faire quelque chose, quand tu te poses la question de reprendre une formation, tu représentes un potentiel commercial, en fait, pour ces organismes de formation, surtout s'ils sont privés. Et donc, si tu les appelles en disant « Bonjour, j'envisage potentiellement de faire votre formation et d'investir de l'argent et du temps là-dedans. Je suis assez convaincu, mais j'aurais besoin de rencontrer quelques personnes qui ont fait votre école pour valider mes hypothèses, pour être certain ou certaine que c'est le bon choix pour moi. » Eh bien, en face de toi, tu vas avoir quelqu'un qui rêve que d'une chose, c'est de te vendre sa prestation de formation. C'est souvent assez cher une formation. Ça va coûter de 1 000 à 15 000 euros. Et donc, ça représente quand même beaucoup d'argent. Et toi, donc, c'est peut-être un peu horrible à dire, mais tu représentes un potentiel commercial très fort. Là, ça devient un peu du business et c'est un peu de la triche parce qu'on va laisser entendre à une école ou à une formation que tu es intéressé. Et d'ailleurs, c'est vrai. Mais que pour ça, ce serait bien qu'ils te mettent en contact avec 1 ou 2 personnes qui ont fait leur formation. Et l'avantage, c'est que c'est eux qui vont travailler à ta place. Et deuxième avantage, ils vont probablement pouvoir te donner un peu sur un plateau des profils précis. Par exemple, si tu dis « J'aimerais trouver des gens qui se sont reconvertis dans la naturopathie ou qui se sont reconvertis dans la cyber », eh bien, ils vont pouvoir creuser un peu leurs archives et pour essayer de te motiver à faire leur formation, eh bien, ils vont peut-être te dire « Écoute, voilà, on t'a trouvé un tel ou une telle, tu peux le contacter de notre part. » Et donc ça, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut oser, mais ça marche vraiment bien pour l'avoir déjà testé. Ça marche pas dans tous les cas, mais c'est super parce que tu as des contacts très quali. Et ensuite, tu peux vérifier est-ce qu'ils vivent de leur métier, est-ce qu'ils sont contents de la formation, etc., etc. Donc ça, c'est un super outil. Dans le niveau moyen, c'est mon outil préféré. Ensuite, il y a des outils gratuits. Enfin, tout ça, de toute façon, tout est gratuit, hein. Mais il y en a un autre qui fonctionne très bien, qui s'appelle myjobglasses.com. myjobglasses, comme mes lunettes de boulot. Je mettrai le lien pareil en commentaire. C'est une boîte ou une association, je ne sais pas, qui a plus de 50 000 personnes dessus qui sont des mentors. Et ce qui est super, c'est que tu peux te retrouver à parler avec à peu près n'importe qui et de plein de niveaux, même des gens qui pourraient vraiment nous impressionner. Des dirigeants, des gens qui sont dans des sphères
auxquels on n'a pas forcément accès dans notre réseau direct, eh bien là, par le biais de ce genre de site de mentorat, eh bien, tu vas pouvoir leur écrire gratuitement, ils vont recevoir ton message et vont pouvoir te répondre. Il faut te dire ici que si les gens ne répondent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais simplement parce qu'ils ont parfois plein d'autres choses dans la tête et qu'ils vont oublier. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à envoyer pas mal de messages sur ce genre de site, parce que tu vas avoir seulement un peu moins de 50% de réponses. Donc ne prends pas personnellement les demandes qui restent infructueuses. Ça ne veut pas du tout dire que tu n'es pas au niveau, ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'avoir des conseils, ça ne veut pas dire qu'on te snob ou autre, ça veut rien dire du tout, seulement que l'autre a oublié ou que elle n'a pas le temps. Et d'ailleurs, toi, c'est probable aussi qu'il y ait plein de choses dans ta to-do list que tu dois faire, recontacter des gens ou faire des choses que tu ne fais pas, et tu ne sais pas pourquoi tu le fais pas, mais c'est comme ça. Et pendant ce temps-là, les autres, ils se posent 1000 questions en disant « mais pourquoi il fait pas ça ?» C'est le même phénomène ici. Donc, quand tu vas sur ce genre de site, n'oublie pas de faire de la quantité un petit peu, en plus de la qualité, parce que tu vas avoir besoin, pour avoir 3 échanges, tu vas avoir besoin de faire 10 messages, et puis ça va te demander du temps, parce que peut-être que les gens vont mettre 2 mois à te répondre. Donc, il faut être conscient de ça. Mais ce site, My Job Glasses, c'est une mine d'or si tu veux rencontrer des gens, surtout que tu peux filtrer par secteur ou par typologie de métier. Un autre site qui fait exactement le même job s'appelle ExploreJob. EXPLORJOB. ExploreJob.com. Et là, c'est pareil, c'est une mise en relation gratuite entre des gens qui cherchent du conseil et des pros qui font tel ou tel métier. Et la différence avec My Job Glasses, c'est que tu vas trouver ici des vrais métiers, entre guillemets. Sur My Job Glasses, tu vas avoir des gens qui occupent des postes. C'est un peu plus corporate. Par exemple, tu vas avoir des chefs de projet, tu vas avoir des gens qui font du management, de la direction. Si tu cherches un orthophoniste ou une orthophoniste, il faudra mieux aller sur ExploreJob, où c'est plutôt des métiers qui rentrent dans des cases. Voilà. Donc le mieux, c'est de faire les deux, et comme ça, tu auras le beurre et l'argent du beurre. Ensuite, tu peux également chercher des groupes Facebook, reconversion prof. Je suis sûr que si tu tapes sur ça sur Facebook ou sur Insta, tu vas trouver des groupes, des communautés. Et donc, tu peux aussi faire ces recherches-là. C'est un niveau moyen, c'est-à-dire que les gens sont là parce qu'ils sont OK pour donner du conseil, mais en même temps, ils n'ont pas forcément trop le temps et ils ne te connaissent pas. Donc voilà. Et voilà. Donc pour conclure sur ce chapitre-là, il y avait donc les écoles et les formations. Il y avait My Job Glasses, il y avait ExploreJob. Il y a les groupes Facebook, les groupes Insta, les groupes Twitter, les groupes Discord, les groupes LinkedIn évidemment. Et ici, je reviens un peu sur les stats, tu auras un petit 50% de réponses. Et puis il y a le niveau difficile, c'est-à-dire que si vraiment dans ton réseau direct et indirect, tu n'as trouvé personne, ni dans les alumni, les anciens de tes études, ni ou dans tes anciens collègues, etc. Et si ça n'a fonctionné ni sur My Job Glasses, ni sur ExploreJob, ni via les formations et les écoles, ni via les communautés, franchement, j'y crois pas trop, mais là, il te reste plus que l'option difficile, le couteau entre les dents, et là, c'est vraiment d'aller faire de la prospection LinkedIn. Donc là, c'est difficile de faire un épisode détaillé là-dessus parce que c'est vraiment une science en soi, la prospection LinkedIn. Mais il y a aussi la prospection sur les réseaux sociaux. Tu peux trouver un influenceur sur Insta ou quelqu'un que tu suis sur Facebook, sur Twitter, sur Insta et demander d'échanger avec lui ou avec elle. Tu vas trouver également tous les événements. Il y a un salon, donc tu vas aller au culot dans un salon, rencontrer les gens qui t'intéressent. Ou aller sur une conférence, rencontrer le conférencier ou la conférencière à la sortie. D'ailleurs, si tu fais ça, il vaut mieux les rencontrer avant leur conf qu'après. Parce que quelqu'un avant une conf est très disponible, alors qu'après une conf, ça devient un peu une mini star de la journée et tout le monde va le voir. Donc si un jour tu dois parler avec un conférencier, même si c'est pas quelqu'un de connu, il va devenir connu pendant une demi-heure après sa conf. Donc vas-y avant plutôt. Essaie de l'attraper avant. Bref. Et aussi, évidemment, dans les versions un peu plus difficiles, il y a le culot. Donc là, ça veut dire de prendre Google. Et si, par exemple, tu veux parler avec un naturopathe, tu tapes naturopathe Nantes, pour ma part. Tu vois des 06 et tu les appelles tout simplement. Et là, c'est hyper efficace. Mais faut déjà un certain entraînement ou une certaine confiance en toi. Parce qu'il va falloir oser échanger et lui expliquer par téléphone alors que la personne ne te connaissait pas 2 minutes avant. Et le culot, ça peut être du porte-à-porte aussi, d'aller voir des entreprises qui t'intéressent, etc. Tout ça, ça fonctionne. Grosso modo, sur la partie plus difficile, c'est-à-dire LinkedIn, réseaux sociaux, événements, c'est à peu près 10% de réussite. Donc, le culot, ça marche bien, mais il faut vraiment oser.
Et sur les autres, quand tu es inconnu et que tu t'envoies juste un message, un mail à un inconnu ou un message LinkedIn, c'est 1 sur 10 qui va te répondre. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, on a parlé de stratégie de recherche avec de l'investigation théorique et de la rencontre. Et j'ai énormément insisté sur cette croyance que j'ai et ce que j'observe aussi, que la rencontre, c'est le sel de ton investigation. C'est là que tu vas réussir ton coup. Ensuite, on a parlé de comment est-ce qu'on conduit un entretien et comment est-ce qu'on envoie un message pour avoir ce fameux entretien. Et dans le chapitre 2, on a évoqué comment est-ce qu'on trouve des cibles, avec des cibles faciles, des cibles moyennes et des cibles difficiles. À aucun moment, tu fais du réseautage. Tout ce que tu fais, c'est rencontrer des gens sympas qui font des trucs sympas. C'est pas du réseautage, c'est de la rencontre. C'est mieux que du réseautage. Et je te propose de ne pas oublier ces petits conseils. Faire des petits pas, des tout petits pas. Des trucs que tu es sûr de faire. Une rencontre par semaine, c'est déjà énorme et ça peut changer ta vie. Et ça va changer ta vie probablement si tu le fais. Et en 3 semaines, tu peux valider ou invalider une piste si tu fais ça. Et puis il ne reste plus qu'une dernière question, et après je raccroche le micro, c'est quand est-ce qu'on arrête l'investigation ? On a vu ce que c'est, on a vu comment on fait, mais à quel moment ça s'arrête tout ça ? Eh bien, pour moi ça s'arrête quand tu peux répondre à la question suivante, voilà vers où j'ai envie d'aller. En fait, c'est quand tu sais à peu près où tu vas. Donc ça peut être de dire, je veux rester dans mon job, ma conclusion c'est que je suis bien dans mon job. Ça peut être aussi, je veux rester dans mon même genre de métier, mais je veux changer de boîte. Ou alors, je veux rester dans le même genre de métier, mais je veux changer de secteur. Ça peut être aussi, je veux rester dans mon secteur, mais je veux changer de métier. Ça peut aussi être une reconversion brutale et un peu spectaculaire. Mais comme tu vois, ça n'est qu'un petit chapitre. Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais en vrai, c'est une folie la reconversion brutale. Il y a tellement de gens qui se cassent les dents. Ça peut être aussi une reconversion progressive, qui marche souvent bien mieux. Ça peut être un side project, un petit truc que tu montes à côté, puis qui va faire boule de neige. Ça peut être de l'entrepreneuriat. Ça peut être du freelance. Ça peut être du temps partiel ou du temps partagé. Ça peut être une formation. Ça peut être une reprise d'études. Bref, ça peut être à peu près tout. Tant que tu peux dire, voilà, a priori, ça m'attire pour la suite, bah c'est que ça y est. T'es arrivé au bout de ce que tu veux investiguer et il va être temps de commencer à exécuter, c'est-à-dire à délivrer, à avoir du résultat maintenant que tu as un objectif. Et là va s'ouvrir une nouvelle phase, qui est plutôt une phase de conquête, une phase pour trouver du boulot, une phase pour trouver une boîte à monter, pour trouver un associé, une phase pour monter ton business, une phase pour décrocher des entretiens d'embauche. Et là, c'est encore une nouvelle science dont on va pas parler ici parce que ce serait un nouveau chapitre. Mais au fond, je crois que ça fait 5 ans que j'essaye de répondre à cette question sur le podcast, donc tu devrais trouver des éléments de réponse déjà. Voilà. Cette investigation, jusqu'à savoir voilà où je vais, elle peut durer 1 semaine, si tu as la chance de trouver les bonnes personnes et les bonnes réponses, rapidement. Et puis elle peut durer une vie entière. Et moi, ça m'a pris 16 ans. Je l'ai souvent dit. Mais donc, soyons patients et haut les cœurs et aimons le chemin, parce que ce chemin peut être long, donc apprécions-le. Dans tous les cas, si tu es dans de la rencontre, tu auras beaucoup de retombées positives. Moi, j'ai une théorie et je voudrais conclure là-dessus. Et cette théorie, elle se vérifie. Je peux pas la prouver scientifiquement, mais je peux la prouver empiriquement. Eh bien, cette théorie, c'est que pour valider une piste, souvent, 3 rencontres suffisent. Et pour trouver un job, un bon job, souvent, 20 à 30 rencontres suffisent. Ça n'est que de la théorie, mais souvent ça se vérifie. Donc maintenant, j'espère que tu te sens un petit peu plus outillé. J'espère que tu as des clés pour t'aider à avancer. Au final, pourquoi est-ce qu'on fait du coaching et que les gens ne se débrouillent pas par eux-mêmes ? C'est parce que le plus dur dans tout ça, c'est pas ce que je t'ai dit. Le plus dur, c'est de garder une dynamique toutes les semaines et de continuer à avancer. Et donc, si un jour tu sens que par toi-même, tu ne réussis pas et que tu as besoin d'aller plus loin, ou d'avoir tout simplement une meilleure, plus de rigueur, plus d'outils encore, voilà, tu peux me contacter. Mais là, je t'ai quand même partagé pas mal d'éléments normalement pour que tu puisses identifier la suite. Et après, il y aura un nouveau chapitre qui sera de concrétiser cette suite. Mais j'insiste sur un tout dernier point, c'est qu'ici, on n'a pas parlé des profils généralistes qui sont ouverts à plein de choses et qui du coup vont avoir du mal à rester focus sur un métier, une piste ou un secteur. Et donc, il faudra bien qu'on s'occupe de vous tous qui êtes dans ce cas-là, parce que tout ce qu'on vient de faire pendant 1 heure là ne va pas beaucoup vous aider vu que tous les métiers vous intéressent et tous les secteurs vous intéressent. Il faudra donc qu'on en reparle sûrement.
Et on fera quelque chose là-dessus, c'est promis. Et j'espère ne pas attendre de moi. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bonne chance. Amusez-vous. Faites des petits pas. Le défi que j'ai envie de vous donner, c'est passez pas trop de temps sur la théorie et faites une rencontre. Parlez avec une personne. Et puis laissez-moi un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Et pour les questions et les commentaires, ça se passe sur Spotify. Bonne semaine à chacun d'entre vous. Et puis à la prochaine. Et encore désolé pour cette absence pendant 2 mois. Mais là, ça y est, c'est reparti. À plus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.